Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission portant sur les services d'aide à l'emploi avec Nadine Gamache. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, peut-être nous rappeler la mission de APE, Service d'aide à l'emploi, c'est quoi exactement? Alors, l'APE, Service d'aide à l'emploi, c'est une organisation au niveau de l'employabilité. Ça veut dire qu'on aide des gens, principalement sans emploi, à réintégrer le marché du travail. Et on a différents services. On a au départ 4 points de service. Le siège social sur la rue Bouvier à Québec. On a un autre gros point de service à Lévis. On a un petit point de service sur la côte de Beaupré. Et on a le point de service de Port-Neuf, qui est situé à Donnacona. Alors, c'est sur ces services-là qu'on va axer davantage aujourd'hui. Donc, nous, c'est vraiment d'aider les chercheurs d'emploi, les gens qui sont en questionnement au niveau de leur orientation professionnelle ou qui ont des difficultés de maintien en emploi. On aide tous ces gens-là au niveau du marché du travail. Parlons maintenant des exigences de base des employeurs. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Bien, quand on veut retourner en emploi, c'est bien évident que le marché du travail, c'est un élément très important. On a parlé dans les émissions précédentes l'importance de la démarche d'orientation, d'avoir un objectif clair, net et précis. On sait dans quoi on cherche. On a parlé de la préparation au niveau de la recherche d'emploi. Il faut être bien préparé, avoir des bons outils, se sentir prêt, connaître son réseau au niveau de l'emploi. Mais il faut aussi connaître qu'est-ce que les employeurs recherchent de leur main-d'œuvre. Oui. Donc, ça, c'est drôlement important. C'est une base pour être capable de bien répondre, puis être aussi capable d'être à l'aise dans son travail pour bien correspondre. Mais en même temps, il y a des exigences, quand on parle des exigences de base, qui, peu importe le secteur d'emploi dans lequel on cherche, ça va être demandé à peu près partout. Comme quoi? Bien, on pourrait peut-être présenter, oui, ici on a à l'écran, les compétences recherchées par les employeurs. Quelque chose qui, pour bien des gens, vont se dire, bien voyons donc, c'est basique, tout le monde sait ça. Je pourrais vous dire qu'il y en a encore beaucoup qui ont de la misère avec ça, la ponctualité, l'assiduité. Oui. Un employeur, c'est important. Quand on commence à 8h30, c'est pas à 9h moins 25, c'est à 8h30 prêt à travailler. L'assiduité, bien, c'est d'être présent. Comment on peut aider quelqu'un, on peut travailler si on n'est jamais là. Un employeur, là, pour lui, c'est important que l'individu soit présent. On peut avoir des journées d'absence, c'est normal. Des imprévus. Des imprévus. Oui. Mais quand, dès le départ, là, je commence avec 2, 3 journées d'absence en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, c'est insécurisant pour un employeur. Peut-être que c'est un hasard, c'est un mauvais moment. Mais comme employeur, je ne te connais pas, puis l'image que ça me donne, c'est que tu es quelqu'un qui va avoir un taux d'absentéisme très élevé. Ça ne passe pas. Bien sûr. On parle aussi de connaissance des techniques de base. On dit bien les techniques de base. Donc ça, c'est le savoir-faire dans notre domaine d'expertise. On ne demande pas nécessairement que les gens soient là, au top de la maîtrise de leurs compétences. On veut des gens qui connaissent bien leur travail et qui sont en développement aussi. Qui sont ouverts, en fait, à s'améliorer. Oui. Donc, l'émission précédente, j'ai parlé à quel point c'était important, quand on cherchait un emploi, d'être motivé, de démontrer qu'on voulait. Bien, c'est un peu ça. J'ai ce qu'il faut, je connais mon travail, mais encore de la place au développement. Et l'employeur va miser là-dessus. Qu'on ait une bonne connaissance de base, mais même si on n'a pas tout acquis comme quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, c'est pas grave, on va développer. Oui, il y a de plus en plus d'employeurs aussi qui aiment bien former leurs propres employés. Quand tu es trop compétent quelque part, puis ça ne correspond pas à tes besoins. Ou dans leur façon de faire. C'est ça. Hein, okay. On veut mettre la personne à notre main avec notre culture, nos façons de faire, nos valeurs à nous. Effectivement, il y a des gens qui vont préférer prendre des gens un peu moins expérimentés et les mettre plus à leur main, je dirais. Oui. Quels sont les autres? Bien, la loyauté envers l'entreprise. Ça, c'est drôlement important. On veut quelqu'un qui est loyal, qui ne dénigrera pas. Puis on sait aujourd'hui, avec tous les Facebook de ce monde-là, il ne faut pas écrire n'importe quoi. La loyauté envers l'entreprise, c'est encore quelque chose de très recherché de la part des employeurs. Oui. Et oui, Et ça nous amène aussi la franchise.
On en a parlé un petit peu la semaine précédente au niveau des entrevues, que c'est important de la franchise, mais c'est la même chose dans le travail. Dire les vraies affaires, pas inventer des histoires rocambolesques, admettons, parce que je suis absent. À un moment donné, tout se sait, là, et on vient de miner la confiance là, de l'employeur en nous. La franchise, c'est important et c'est recherché beaucoup. Oui, une certaine humilité, j'imagine aussi. Dans certaines occasions aussi. Tu sais, quand on fait une erreur, bien, c'est pas le fantôme de l'entreprise qui a fait l'erreur, là. Tu sais, c'est nous, puis ça, c'est important. Ouais. Parce que quand on est capable de reconnaître l'erreur qu'on a faite, puis qu'on cherche à s'améliorer, à ne plus la reproduire, cette erreur-là, ça passe bien au niveau de l'employeur. Personne n'est parfait. C'est normal. Oui, les employeurs aussi en font des erreurs. Donc, tu sais, tout le monde en fait. Mais à un moment donné, quand c'est toujours la faute de un puis de l'autre, puis pas soi, ça passe pas, là. Non, un employeur va préférer quelqu'un qui va dire « C'est vrai que c'est moi qui l'ai fait l'erreur. Si on ne sait pas comment l'améliorer, bien, aller chercher autour comment faire autrement. Ça passe bien. » Oui. Parmi les autres compétences, en fait. Oui, oui. On a le respect de l'autorité. Quand on arrive dans... Puis le respect de l'autorité, là, c'est pas toujours dire oui, oui. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est d'être capable de dire, de s'affirmer. On donne notre opinion, on dit ce qu'on pense d'une situation. Mais à un moment donné, on ne peut pas être plus de chef que d'Indien. Il y a quelqu'un qui a un droit de veto. Il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est le décideur. Mais si, une fois qu'on a tout expliqué, qu'on a donné notre point de vue, c'est telle option qui est prise, mais il faut que je sois capable de me rallier à la cause et de respecter ce qui a été nommé. Donc, le respect de l'autorité, le respect de la personne aussi qui prend les décisions. Parce qu'il y en a qui c'est une de leurs difficultés, qu'il faut travailler ça dans le cadre de nos services, l'autorité. Oui. Les gens ruent dans les brancards dès que le patron ou la personne qui est le supérieur immédiat donne une consigne. Ils ne sont pas capables avec l'autorité. Tout de suite, là, il y a un blocage. Oui, puis il y a un esprit de contradiction sur ce qui est... fermeture. Ça passe pas, ça. Ouais. Ça passe pas. Il faut être capable de collaborer avec les gens qui sont dans des postes d'autorité, de travailler ensemble, et le respect de tout ça est important. Mais comme je disais, c'est pas de dire oui sans exprimer son désaccord ou son opinion. Mais ça ne veut pas dire que ça va être notre opinion qui va être prise en considération. Il faut être capable de se rallier à ce moment-là à la cause. Il y a peut-être aussi des employeurs qui n'ont pas cette capacité de communiquer, de bien communiquer leur intention, puis ça crée des conflits aussi. C'est sûr. Il faut aller valider tout ça. Puis il ne faut pas rester avec des sentiments qui sont difficiles. Là. Aller voir, aller valider auprès de la personne qu'est-ce qu'on a compris, puis revenir pour discuter de la chose, parce que des fois, ça peut arriver aussi que l'employeur se soit mal exprimé, puis qu'il y ait quelque chose qui ne passe pas, puis, mais c'est pas, ça ne sert à rien de choquer, puis de partir en guerre. C'est d'aller revoir, puis de dire, écoute, ce que tu m'as dit, là, j'ai de la misère avec ça, ou il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi, est-ce qu'on peut s'en reparler? Normalement, ça passe très bien, et ça permet tout le monde de repartir sur des bonnes bases, puis faire baisser la pression. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire après, mettons? Bien, ce qui est important aussi, une chose recherchée par les employeurs, c'est la capacité d'écoute. Oui. C'est correct de s'exprimer, puis c'est important, puis de dire les vraies affaires, mais il faut être aussi capable d'écouter et d'entendre ce que les autres, que ce soit les collègues, que ce soit le supérieur immédiat, que ce soit le grand patron, être capable d'écouter ce qu'il y a à être nommé. Donc, ça peut passer d'une consigne à donner, comme la capacité à absorber une critique constructive. Mm-hmm. Ça fait toute partie de la capacité d'écoute. Et ça, l'employeur a besoin de ça. Et on peut s'entraîner à améliorer son écoute? Oui. Okay. Oui. Différentes techniques qu'on donne au travers de nos programmes, mais il y a aussi, on travaille sur la capacité à assimiler une critique constructive, et c'est tout lié beaucoup à la confiance et à l'estime de soi. C'est sûr. Hein? Parce que quand tu manques de confiance, que ton estime n'est pas très forte et qu'il y a une critique qui est constructive, c'est bien dit, c'est bien nommé, puis on ne tape pas sur les doigts de personne. Là. Ouais. Mais tout de suite, là, on devient sa défensive. C'est ça, puis on ferme. Oui. C'est beaucoup lié à la confiance et l'estime. Ça peut être bien d'autres choses,
mais je dirais là, que dans un fort pourcentage, c'est lié à ça. Alors, on travaille ces éléments-là pour enlever la menace que peut susciter une critique qui est très constructive et qui va éviter de refaire des erreurs. Et qui est motivante, finalement. Oui, puis qui fait un apprentissage. Parce que ça nous permet de s'améliorer en bout de ligne. Tout à fait, c'est un apprentissage de plus. Alors ça, on va travailler ces choses-là parce que c'est une attente des employeurs. Oui, et peut-être en terminant? On va vouloir avoir quelqu'un de responsable, capable de travailler en équipe, qui est capable de maintenir ses compétences à jour parce que l'employeur va payer souvent une partie de la formation. Il va donner de la formation à l'ensemble de ses employés, mais on s'attend aussi que notre personnel soit capable de se tenir à jour, que ce soit par des lectures, des formations, des fois il y a des webinaires sur des choses, être capable d'aller chercher de l'information supplémentaire. On va aussi vouloir quelqu'un qui est débrouillard, qui n'attend pas au moment où il n'y a plus rien à faire, qui reste assis et qui dit « bon, ben là, je ne sais plus quoi faire, j'attends ». Donc, être débrouillard, être créatif aussi dans ce qu'on fait. Puis le travail d'équipe, je l'ai nommé, c'est quelque chose d'important. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, mais en même temps, on ne veut pas quelqu'un qui se laisse tirer par les autres. On veut quelqu'un qui travaille en équipe, qui collabore, qui donne du complément à tout le monde. Oui, tout à fait. Comme une équipe sportive. Oui, parce que c'est un maillon de la chaîne et chaque maillon est important. S'il y en a un qui ne fait pas son travail, il y a un trou à quelque part. Alors, on s'attend qu'il y ait une collaboration. Nadine, merci. On passe à une pause et par la suite, on s'entretient avec nos conseillères en orientation. Alors, je suis en compagnie de nos 3 conseillères en orientation de APE, Service d'aide à l'emploi, Marie-Christine Pinault, Marie-André Goulet et Claude Boucher. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous rappeler un peu votre rôle comme conseillère d'orientation chez APE. Oui, bien moi, je travaille plus spécifiquement avec le programme démarchage, le programme choix de carrière et aussi avec le programme service spécialisé. Oui, Marie-Christine. Moi, mon principal programme, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé, mais je fais également du choix de carrière. André. Moi, je fais plus spécifiquement du service spécialisé, mais je fais aussi des processus d'orientation dans le service choix de carrière. Oui, vous êtes à Donnacona, en fait, et votre clientèle s'adresse à l'ensemble, en fait, de la MRC de Portneuf. Exactement. On parle aujourd'hui des exigences de base des employeurs. Quel genre d'atelier vous offrez justement à votre clientèle? En fait, ce qui est en lien avec les exigences des employeurs, dans le service spécialisé, c'est sûr qu'on prépare la personne, on fait un bilan personnel, professionnel, puis tranquillement, c'est les techniques de recherche d'emploi. Mais c'est pas tout de savoir se présenter. Une fois que tu es en emploi, c'est important d'être capable de bien fonctionner. Parce que quelqu'un qui ne fonctionne pas bien dans une équipe de travail, ça peut devenir très difficile, ça peut devenir insupportable pour un employeur puis pour les employés. Par exemple, quelqu'un qui arrive un petit 5 minutes en retard, « Ah, c'est pas grave, ici et là », mais oui, c'est grave parce qu'au bout de la ligne, au niveau de la productivité, ça dérange les gens. Il doit y avoir une réorganisation. Il y a des irritants aussi qui peuvent s'installer. C'est ça, il y a la ponctualité, mais il y a différents autres aspects que la personne peut, si elle rencontre des difficultés en lien avec ça, que ça peut devenir difficile pour un employeur. Mais justement, qu'est-ce que vous proposez comme façon de changer peut-être des mauvaises habitudes ou comment on peut changer? C'est quand même, des fois les habitudes sont ancrées depuis longtemps. Oui, mais juste mettre des mots là-dessus, essayer de trouver des moyens pour faire autrement, essayer de réorganiser la personne, qu'elle s'organise autrement ou... Avez-vous des idées? C'est sûr que dans nos services, on va travailler avec les personnes selon, premièrement, les lacunes qu'elles vont présenter, mais nous, qu'on va remarquer. Évidemment, si elle nous dit « Ah, moi, je suis jamais en retard à mon travail », mais qu'à chaque rencontre, es-tu tout le temps 3-4 minutes en retard? On va lui faire remarquer. Ouais. Puis, généralement, ça a un lien. Donc, puis aussi, il y a souvent, dans presque tous les services, il y a la possibilité de faire
des appels aux anciens employeurs, prendre des références et voir comment ça se passait du côté de l'employeur. Parfois, notre client ne va pas nécessairement se rendre compte qu'il y a des petites lacunes, des choses qu'il a faites... Pour lui, ça a plus ou moins d'importance, mais pour l'employeur, ça a beaucoup d'importance. Exactement, puis c'est ça qui peut des fois coûter un emploi. Donc, c'est sûr qu'on va offrir ce service-là aussi, mais on va informer nos clients. Puis c'est souvent aussi au niveau de la perception. Si, il y a jamais, aussi des fois, comme le côté de l'employeur, comme le côté aussi du client, la personne a jamais peut-être été donner une critique par rapport à son comportement. Fait que la personne, elle ne sait pas. Nous, souvent, la personne n'est pas totalement différente en emploi que personnellement. Fait que, comme Claude disait, au niveau, s'il arrive en retard dans notre bureau, probablement des fortes chances qu'il arrive en retard également en emploi. Et vice-versa. Puis, qu'ils ne nous avisent pas quand ils viennent pas. Ça, c'est toutes des choses qu'on va leur dire. Et aussi au niveau, quand on les voit en évaluation de besoins, puis dans les rencontres, au niveau, leurs anciens emplois, comment ça finit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que vous êtes parti? Pourquoi vous avez été congédié? Et vice-versa. Là. Savoir, mais cette démission, mais c'est à cause que, j'ai toujours été des critiques ou peu importe, mais OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi, tu le vois? On regarde aussi au niveau des valeurs, au niveau des... quand ça accroche. Je donne souvent l'exemple que, si la personne est une personne très écologique, c'est rare qu'elle va aller travailler dans une usine. Si la personne travaille dans une usine, c'est sûr que peut-être qu'il vivait des frustrations ou qu'il a donné peut-être des mauvais commentaires ou des rétroactions que c'était pas nécessairement correct de le dire parce que justement, il travaille dans l'usine alors que c'est sa personne, que son choix peut-être pas nécessairement le bon choix. Fait que c'est plus à ce niveau-là qu'on va venir un peu regarder ça un peu de tous les angles avec la personne. Puis dire, peut-être qu'on va peut-être des choses à travailler. Puis dans le maintien qu'on va parler éventuellement dans une prochaine rencontre, on va dans le fond, pour s'assurer que les changements de comportement se maintiennent dans cet emploi-là. Nous, on les reçoit assez longtemps dans nos bureaux. Fait qu'on a accès à de l'information, puis il y a l'approche bio aussi, où ça, c'est 3 semaines de groupe, ça fait qu'encore là, on peut avoir de l'information. Puis tu sais, si on appelle les anciens employeurs, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut aller retirer, puis des aspects de leur personnalité sur lesquels on peut travailler avant qu'ils aillent intégrer le marché du travail. Si quelqu'un il arrive dans notre bureau et qu'il ne sent pas bon, nous, notre emploi, ça va être de leur dire, écoute, il faudrait peut-être que tu nettoies ton linge, prendre une douche le matin avant d'aller travailler. Tu sais, il y en a pour qui ils ne se sont jamais lavé les dents. Tu sais, c'est des aspects de leur personnalité que nous, sur lesquels on doit intervenir pour vraiment pouvoir leur faciliter l'intégration puis le maintien en emploi. C'est beaucoup l'éducation aussi. Hein, on voit vraiment l'impact de l'éducation, de la famille. Ça, on le voit. Puis, c'est sûr que des fois, on rappelle certaines choses, les règles de base, l'hygiène, la manière de se présenter, juste la poignée de main, la manière de se regarder quand on parle. Puis, souvent aussi le non-verbal. Des fois, les gens, ils ne voient pas l'importance du non-verbal. Mais si ça soit tout croche, puis qu'il se prend ses aises, des fois, il peut démontrer l'attitude qui va... Le verbal puis le non-verbal ne concordent pas non plus. Fait que c'est tout ça, on va venir un peu les travailler, puis on va leur refléter ça. Donc, c'est sûr qu'avant qu'ils se trouvent un emploi, nous, on va travailler avec eux sur les lacunes qu'on perçoit ou qu'on a entendu de leur ancien employeur, ou qu'eux-mêmes nous ont nommé qu'ils sont au courant. Mais une fois que son emploi, nos services n'arrêtent pas là. On l'a mentionné, on offre tout le temps un suivi maintien en emploi qui est 3 mois ou 4 mois selon le service. Et ça, évidemment, de mon côté, en tout cas avec démarchage, j'ai souvent des rencontres avec les employeurs aussi. Donc, je peux avoir la rétroaction de l'employeur, ce qui est une source d'information extrêmement importante. Puisque j'ai la version du nouvel employé, donc de mon client, mais de l'employeur qui peut me dire, tu sais, c'est passé tel événement, puis ça s'est pas bien passé. Donc, évidemment, je vais pouvoir travailler avec mon client quand il est en emploi sur les lacunes qu'il y a eu durant son nouvel emploi. Donc, c'est pour ça qu'on reste aussi dans le décor, dans le suivi, puisqu'on peut travailler, même si notre client est encore en emploi, parce qu'évidemment, les premiers mois, c'est là que ça joue souvent le maintien en emploi. Fait que ça qu'on faut retenir dans les services, autre que le choix de carrière, à part que le choix de carrière, qu'on travaille un peu moins là-dessus, mais dans tous les programmes, on travaille sur les exigences de base. C'est officiel, c'est
la base, l'exigence de base, on s'entend, c'est la base. Ouais. C'est le savoir-être, on travaille toutes les particularités. La santé psychologique aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Tu sais, quelqu'un qui a déjà vécu une dépression, un burn-out, Oui, aussi. retourner au travail, des fois, c'est pas évident. Les peurs, beaucoup les peurs. Fait Oui. que, tu sais, moi, je sais que dans le programme que je fais, on travaille beaucoup ça, puis c'est vraiment ça que je travaille à long terme. Fait que c'est vraiment les différentes sphères. Fait qu'il faut qu'on soit assuré qu'il a le droit aussi de travailler de la part de son médecin. C'est quelqu'un qui, des fois, il y en a qui ils disent qu'ils peuvent travailler, mais ils n'ont pas le hockey du médecin. Même ça, on peut aller voir aussi avec les professionnels de la santé, faire des concertations avec l'autorisation, c'est sûr, du client, mais on demande une concertation de voir, est-ce qu'il est prêt à retourner vraiment sur le marché du travail? Ça, c'est important. Exactement. Ouais. Tu sais, comme vous dites, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà fait une dépression, on va aller vérifier aussi, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, elle est prête? Ou tu sais, c'est quoi les peurs, justement, démystifier tout ça. Mais tu sais, si présentement, ça va pas bien, puis il y a quelque chose à mettre de l'avant, puis que la santé psychologique est à priorité, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'on risque de se mettre en échec, donc ça serait pas positif de retourner en emploi tout de suite. Ouais. L'objectif, c'est pas d'y mettre en échec les clients, c'est vraiment favoriser leur intégration puis qu'ils vivent une expérience positive. Là. Ouais. Tu sais, si on voit que c'est pour être un échec, mais nous, on va essayer de régler ce qui va causer l'échec. Là. Ouais. Nous, c'est vraiment une intégration réussie, idéalement. Alors, Marie-André, Marie-Christine et Claude, merci. On va passer à une pause et par la suite, nous aurons un témoignage d'un employeur dans Port-Neuf. Après la pause. Alors, je suis en compagnie d'un employeur dans Port-Neuf, Michel Albert, qui est directeur des ressources humaines chez Freneco à Port-Neuf, qui vient nous témoigner, en fait, de son expérience, oui, avec des gens qui ont reçu les services d'APE, Service d'aide à l'emploi. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel, merci. Michel, justement, on parle des exigences de base des employeurs, ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Est-ce que ça répond, en fait, ou ça correspond à vos exigences comme employeur? Bon, disons que dans la réalité quotidienne, lorsqu'on dit les exigences de l'employeur, c'est une question qui peut paraître simple à ceux-là, auprès de ceux qui nous écoutent présentement, mais la réponse est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Puis je vous explique pourquoi, là. Les exigences d'un employeur vont dépendre de deux facteurs majeurs en tant que tels. Je vous donne une petite explication brève. Beaucoup d'emplois, peu de candidats en recherche d'emploi, la balle est dans le camp des chercheurs d'emploi. Oui. Peu d'emplois, beaucoup de candidats, la balle est dans le camp de l'employeur. C'est sûr. On ne se le cachera pas aujourd'hui, la situation est qu'il y a beaucoup d'emplois, peu d'employeurs. L'inverse. L'inverse. Donc là, on parle des exigences relatives à l'employeur, puis j'aurais tendance à vous dire, et vous surprendre peut-être, il y a des exigences venant de la part des employés aussi, parce que la balle est dans leur camp. Oui. Donc quand on les rencontre en entrevue, je vous dirais que, moi, si je prends personnellement mon expérience, là, je vous dirais que je regarde beaucoup plus le savoir-être que le savoir-faire. Okay. Si j'étais dans une situation où il y avait peu d'employés, peu d'offres d'emploi, puis beaucoup de candidats, je vous dirais que la barre au niveau de la sélection serait probablement beaucoup plus haute. Mais quand on vit une situation inverse, où est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans notre bassin du territoire de la MRC de Port-Neuf, je ne vous cacherai pas qu'on se compétitionne cette main-d'œuvre-là en tant que telle. Donc, on a tendance à ce moment-là à être beaucoup plus tolérant au niveau de nos exigences en tant que telles. Mais il y a des incontournables là-dedans. Les incontournables, on va les retrouver au niveau du savoir-être. Oui, comme quoi? Qu'est-ce que ça veut dire savoir-être? Bon, le savoir-être, écoutez, le petit gars, la petite madame qui se présente en avant de moi pour un emploi, mon mandat à moi, c'est de dire, est-ce que j'ai quelqu'un qui va faire son 40 heures semaine? Je suis dans une usine de production, j'ai des clients à servir, j'ai des délais à respecter. Puis mon directeur d'usine, lui, il va dire, écoute, Michel, moi, j'ai 860 heures pour tel département, ça représente tant d'individus. Donc, quand je lui envoie ces ressources-là, il
faut que je m'assure de mon côté que c'est des individus qui vont être capables de livrer la marchandise dans le 40 heures en tant que tel. Ouais. L'autre chose, c'est que je vais regarder aussi, c'est est-ce que j'ai quelqu'un qui vient chercher un emploi là, parce qu'il n'y a comme pas le choix, puis que je suis un employeur temporaire. Ça, il faut que je réussisse à le déceler aussi parce que j'ai un investissement à mettre au niveau de cet individu-là. Parce que je vous dis, j'ai tendance à peut-être le savoir-faire, je vais être beaucoup plus tolérant. Je vais prendre l'individu, puis on va le former à l'interne. Donc, si c'est quelqu'un que je réalise qu'après 2 mois, 1 mois, qui s'est trouvé quelque chose d'autre qui répondait mieux à ses attentes, bien là, je viens de en bon québécois, là, je viens de flamber des milliers de dollars dans un individu qui me rapporte plus. C'est sûr. Puis le troisième critère, là, le troisième sujet que je regarde beaucoup, là, c'est j'ai-tu quelqu'un qui a le désir d'apprendre? Si j'ai quelqu'un qui est en avant de moi et il me dit, bon, bien, vous m'offrez un poste de journalier, je ne connais rien, inquiète-toi pas, on va te le montrer. Mais si la personne me dit, moi, là, je m'en fais mon petit 40 heures, puis je veux pas, cassez-vous pas la tête, là, je veux pas progresser, je veux pas devenir un chef d'équipe, je veux pas, je vais dire, prends ta boîte à lunch, puis bonjour, merci. Ça me prend quelqu'un qui est motivé à vouloir apprendre, à vouloir devenir meilleur qu'hier. J'admets que ça se paye, il va me coûter plus cher, mais il va être beaucoup plus rentable pour moi que la personne qui ne veut pas progresser, qui fait des erreurs, puis qui a un rythme de production beaucoup plus lent. Donc, moi, j'ai l'intention d'avoir quelqu'un qui va prendre goût à son travail, puis qui va vouloir progresser. Ouais. Donc, ça, je vous dirais que c'est les 3 critères majeurs qu'on va regarder. Oui. Peut-être en 30 secondes, le principal défaut, en fait, que vous voyez lorsque quelqu'un se présente, est-ce que... Le manque de préparation en entrevue. OK. Ce que offre justement APE. Ouais. C'est ça. J'aurais le goût de dire à Nadine, c'est étonnant de voir comment est-ce que les jeunes, quand ils arrivent en entrevue, nous, comme directeur des ressources humaines, là, on doit déployer des stratégies pour l'amener à pouvoir communiquer en tant que tel. Donc, quand on rentre dans un milieu d'usine, si vous viendriez à mon bureau, c'est pas un monsieur avec une cravate puis des souliers bien cirés, la communication passe pas. Exact. Donc, moi, l'approche que j'ai avec ces petits gars-là, c'est que ce soit un petit gars de 18 ans ou que ce soit un monsieur de 55 ans, de la communication, il faut qu'elle soit fluide. Puis j'ai la barbe de 3 jours, puis j'ai les jeans, puis faut les mettre en confiance, puis ça devient plus fluide au niveau de la communication à ce moment-là. Oui. Cher Albert, merci beaucoup de ce témoignage. Nadine, on conclut justement cette émission là-dessus. Donc, comme on vient de l'entendre, plusieurs choses qui ont été nommées, qu'on a nommées dans les émissions précédentes. Oui. Et vraiment, là, c'est le savoir-être, c'est la motivation de la personne et la préparation. Hein, on a parlé, l'autre émission avant, de la préparation pour la recherche d'emploi, l'entrevue, le CV, tout ce qui va avec. On voit que les compétences recherchées, comme je disais, c'est pas tant d'avoir 25 ans d'expérience. C'est d'être capable d'avoir les attitudes, les comportements adéquats, la motivation, le goût de s'investir dans une entreprise qui nous tient à cœur, puis pas avoir pris cette entreprise-là parce que j'ai pas le choix. L'employeur, il veut pas ça. Exact. Donc, c'est beaucoup dans l'attitude du savoir-être, la motivation là, que tout se trouve. Oui. Alors, on doit conclure là-dessus, justement, puis vos bureaux, justement, sont à Donnacona. On voit l'affiche à la télévision actuellement qui vos coordonnées, en fait. Oui. Alors, ça conclut donc cette 3e émission. Au cours de la 4e émission, on va parler d'une intégration réussie en emploi. À bientôt.